Pour fêter ses 10 ans de mobilité, Vidéotron offre une télé Samsung à chaque abonnement à un forfait mobile tout inclus avec un appareil Samsung. Donc, même si c'est notre fête à nous, c'est vous qui recevez le cadeau. Imaginez si c'était tout le temps comme ça. Votre chum vous amènerait au restaurant pour son anniversaire, votre mère vous donnera un chèque pour sa fête, puis votre boss continuerait d'oublier votre fête parce que c'est votre boss. Recevez une télé Samsung 4K à l'abonnement à un forfait mobile tout inclus avec un appareil Samsung. Profitez-en, des conditions s'appliquent. Vidéotron. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépassé pas comme les autres. En ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. La pollution, les mêmes autos, les mêmes patrons, les mêmes impôts, les petits, les gros. Dans un même bateau. Et les mêmes manifestations qu'on pourrait dire. On va en parler avec Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. C'est la chanson parfaite pour ta chronique. Robert Charlebois, vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis parce qu'on a tous fait le même saut en apercevant des drapeaux américains à la manif anti-masque de ce week-end. Ouais, alors moi, ça me frappe. En fait, c'est l'été américain à Montréal. Au mois de juin, avec les manifestations Black Lives Matter à Montréal, on avait l'impression que le Québec, Montréal, était en fait une reproduction au nord de l'Alabama, du Mississippi, des États-Unis, dans ce qu'ils ont de pire. Donc là, on entendait des slogans, on entendait un univers mental qui était celui des États-Unis. Et là, quelques mois plus tard, dans les manifestations anti-masques, on voit des drapeaux américains, on voit des pancartes pro-Trump. Alors, j'essaie de comprendre est-ce que Donald Trump est candidat au Québec. Si oui, il faut nous le dire. On voit des Make America Great Again. Est-ce qu'il parle ici de Make North America Great Again? Make le grand continent des Amériques Great Again? De quoi il parle? Et là, je vois ça. Première chose, c'est un signe de plus, mais c'est un signe inquiétant de ce que j'appelle l'américanisation de nos mentalités, la colonisation mentale en profondeur de notre société, de l'ensemble des sociétés occidentales, mais on le voit particulièrement au Québec. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, en juin, c'était la tendance woke, c'était la tendance evergreen de la société, l'américanisation de la société québécoise. Là, c'est la tendance Elvis Grattonesque. Et on le voit dans une forme de fascination morbide pour les États-Unis, comme si pour protester contre ce que certains croient être les excès des mesures sanitaires du gouvernement, ce qui est un dossier en tant que tel, nous ne disposions de ressources symboliques pour protester aujourd'hui quand les importants, les empruntants, en fait, en s'appropriant celle des États-Unis, comme si on était un État américain, comme si Donald Trump était un homme politique québécois ou canadien. Alors moi, ça me fascine parce que ça témoigne d'une forme d'appauvrissement de notre propre univers mental, de nos propres références, de nos propres symboles, de nos propres héros. Nous ne parvenons plus à nous nommer qu'à travers le détour des États-Unis. Autrement dit, nous ne nous nommons plus. Est-ce qu'on peut dire que Trump, c'est une figure qui dépasse la culture américaine, c'est-à-dire c'est une figure qui symbolise l'anti-establishment, contre l'élite, contre les mensonges des médias traditionnels. C'est plus qu'un président des États-Unis, là. C'est une culture, en fait. Non, manifestement, c'est comme ça qu'il est vu. Manifestement, pour plusieurs des manifestants, Trump, c'est le grand symbole, c'est le grand résistant au nouvel ordre mondial, c'est celui qui incarne la transgression absolue. Puis on peut comprendre, si on cherche à rentrer dans la tête de certains d'entre eux, ils se disent globalement, eh bien Trump, on en dit tant de le système qui dit tant de mal de nous, dit tant de mal de Trump. Donc il y a une forme d'effet d'identification sur le mode, si c'est lui le plus détesté, ce sera lui notre héros. Et donc une forme d'identification, Trump devient le symbole un peu partout dans le monde occidental, mais on le voit aussi en France, des choses comme ça, soit dit en passant. Mais on le voit ici, étrangement, ça devient le symbole désormais
d'une résistance au système, avec cette singularité que Donald Trump, et ça, on me dira que c'est un détail, mais quand il mène une politique concrète, il la mène pour les États-Unis. Lorsqu'une politique, toutes les politiques commerciales, c'est en fonction des intérêts américains, pas des intérêts canadiens ou québécois. On l'a senti, si je peux me permettre, ces dernières années. Donc, c'est comme si le symbole trumpien s'était affranchi de la réalité du trumpisme ou de Trump lui-même. Alors, je peux comprendre, aux États-Unis, il y a deux partis, il y a plusieurs candidats, donc c'est inévitable qu'une partie des Américains se retrouvent pour Trump. C'est pas tous des fous, ils ont leurs raisons. Très bien. Mais là, nous, on est au nord de la frontière. Est-ce qu'on est capable de nommer nos propres réalités autrement? Eh bien non. Apparemment, l'actualité américaine, on l'a vu en juin, donc avec les manifestations après la mort de George Floyd, l'actualité américaine devient notre actualité par une forme d'effet de métabolisation symbolique. De la même manière, l'univers mental américain, c'est par ça qu'on nomme notre propre résistance. Une fois que c'est dit, je me dis, quand apparemment qu'il y avait 10 000 personnes dans la rue. Est-ce qu'il y en avait quelques milliers de plus ou de moins? Je sais pas trop, mais en gros, c'est le chiffre qui circulait. Disons que même s'ils étaient un peu moins. Manifestement, là, on n'est pas devant seulement 12 coucous. Là. On est devant un mouvement social réel. On est devant une protestation qui ne trouve pas ses propres mots pour s'exprimer, qui ne parvient pas à s'exprimer autrement qu'à travers des théories déformées, mais qui, on peut le croire, exprime un vrai souci. On en a parlé la semaine passée, un vrai malaise. Manifestement un malaise devant ce qu'ils considéraient des excès des mesures sanitaires. Je pense qu'on doit chercher à comprendre ce que ces gens nous disent. On ne doit pas leur fermer le micro. On doit dire, parfait, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Mais dites-le rationnellement. Tendons le micro pour savoir exactement à quelles conditions sentiriez-vous qu'on vous écoute dans le débat public actuel? Là, j'espère que la réponse serait autre chose que vous êtes tous des élites mondialistes, 5G, puis tout le tralala, puis tout ce que OMS et tout ce qu'on entend. J'espère que je ne doute pas que chez les critiques des mesures sanitaires, il y a des esprits intelligents, des esprits allumés, des esprits informés. J'espère qu'on va entendre ceux-là plutôt que ceux qui se réfugient derrière la bannière de président étranger pour nommer leur aliénation. Et tu parlais de George Floyd, l'assassinat de George Floyd. Au lendemain, les Québécois voulaient quasiment expier le crime qui était commis par les Américains. Il veut dire, l'esclavage, ça n'a rien à voir c'est au cœur de la société américaine, c'est au cœur de leur histoire. On pourrait dire, comme le disait Philippe Roth, c'est la tâche c'est le crime originel, en fait, là, des États-Unis. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Rien. Ben absolument, mais ça m'avait frappé. C'est-à-dire, en ce moment, il y a une telle inculture historique, il y a une telle forme d'homogénéisation idéologique des esprits. Donc, en gros, partout à sa terre, on doit appliquer les mêmes cadres d'analyse, quelle que soit la réalité des sociétés, qu'on en vient à traiter les populations, la communauté noire au Québec, comme des descendants d'esclaves. Non, un instant, les enfants, c'est dans le débat public, on va se reparler. C'est des descendants de réfugiés, d'immigrés arrivés ici pour l'essentiel dans la deuxième moitié du 20e siècle, à qui le Québec a tendu la main, on a ouvert les bras, mais le Québec n'a pas engendré sur 4 siècles des descendants d'esclaves. Faut arrêter de réécrire l'histoire, là. Tout comme en France, soit dit en passant, sauf dans le cas des Antilles, c'est un cas particulier, mais en France, les populations issues d'immigration qui empruntent le langage des descendants d'esclaves, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est des descendants de réfugiés et d'immigrés. Donc là, on ne peut pas simplement par identité raciale, donc vous êtes noir, je suis noir, on a donc la même histoire, on peut pas abolir l'histoire des peuples, des civilisations, des nations, simplement au nom de la même couleur de peau qu'on peut avoir. Sinon, de ce point de vue-là, les Québécois auraient la même histoire que les Suédois, les Finnois, les Ukrainiens, les Lituaniens, ce qui serait quelque peu étrange comme idée. Mais, donc j'y reviens, on n'a pas la même histoire, mais on nous disait qu'il fallait vivre ça comme si ça se passait aux États-Unis. 2 éléments m'avaient marqué. Le premier, la manifestation était en anglais. Donc, je me disais, il y a 2 possibilités. Souvent, les gens qui manifestent sont, en fait, tellement solidaires de ce qui se passe aux États-Unis qu'ils veulent le dire dans la langue pour qu'il soit compris là-bas. Première possibilité. Ou deuxième, ils savent qu'ils sont au Québec. Ils pensent que ce qui se passe aux États-Unis se passe au Québec aussi. Mais ils se fichent tellement du Québec qu'ils décident de faire leur manifestation en anglais. Et de ce point de vue, ces manifestants qui se croyaient anticoloniaux étaient en fait une logique de colonisateurs parce qu'ils n'étaient même pas capables de respecter le fait français au Québec. Exactement. Ils décidaient d'imposer la langue de l'Empire dans une manifestation à prétention décoloniale. Donc ça, c'était quand même pour moi le comble. Et de ce point de vue, je pense qu'on a un travail aujourd'hui, c'est très bizarre, mais de désaméricanisation mentale, simplement pour qu'on redécouvre notre propre réalité. On a vu des militantes, justement, de McGill, au lendemain
matin là, de George Floyd qui se promenait avec des pancartes en anglais, et il y a des gens qui leur disaient pourquoi c'est pas en français, puis qui disaient fermez votre gueule, puis nous autres, tu sais. Alors, ils luttaient contre le racisme, mais ils étaient racistes envers les Québécois francophones. C'est incroyable. Oui, mais regarde, on est quand même dans ce moment singulier où apparemment, pour permettre à la diversité d'éclore au Québec, il faudrait qu'on se convertisse en anglais. Bon, donc le Québec, à ce que j'en sais, représente une forme de diversité en Amérique du Nord, c'est-à-dire une autre Amérique, une Amérique qui parle français, une Amérique héritière des 4 siècles d'Amérique française, une autre Amérique. Donc ça, apparemment, c'est de trop. C'est-à-dire que pour que la diversité puisse éclore, l'anglais doit dominer. Et là, on voit, autrement dit, derrière ça, on voit à quel point on est encore une fois victime d'une forme de colonialisme mental américain. Et aujourd'hui, la véritable diversité qui intéresse, c'est plus celle des peuples, des nations, des religions, des civilisations. C'est simplement l'obsession maniaque pour la couleur de la peau. Ce que j'appelle le racialisme. On place la race comme catégorie première d'analyse sociale et on nous dit telle est la vérité première autour de laquelle on doit organiser nos analyses. Ça, pour moi, c'est toxique. Ça crée une société de plus en plus conflictuelle. Et on est même dans ce moment, mais ça, c'est pour moi grande folie, où on nous dit que les États-Unis, c'est un modèle d'émancipation pour les populations noires. Là, j'ai un instant, je veux dire, le racisme américain, c'est une réalité. L'histoire, s'il y a un endroit, on peut dire, où véritablement l'accusation de racisme est fondée, c'est vraiment, le racisme est encodé dans l'histoire américaine. L'histoire américaine ne se réduit pas au racisme, mais le racisme est très présent. Mais là, c'est l'Amérique qui incarnerait un lieu pour la promotion et l'émancipation des populations racisées, entre guillemets. Mais là, on marche sur la tête. Dieu, le racisme est fondamentalement condamnable. L'esclavage, c'est une tâche dans l'histoire des civilisations. Mais si on décide d'être sérieux, on saurait appliquer faire une telle critique, un tel procès à l'histoire de la société québécoise. Tout simplement, c'est pas notre histoire. Désolé, on a fait d'autres choses de pas gentilles, on a fait d'autres choses pas correctes. On n'est pas parfait, on n'est pas des anges, mais on n'est pas non plus des gens qui portent l'odieux de la part odieuse de l'histoire américaine. Tout à fait. En terminant, là, écoute, prix Nobel de la paix pour Trump, pourquoi pas prix Nobel de la science pour Lucie Laurier. Merci, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye. Chez Fizz, nos forfaits mobiles sont personnalisables et flexibles chaque mois. Ça vous laisse le loisir de changer d'idée et de le modifier selon vos goûts. C'est un peu comme quand vous commandez un... Latte, moitié vache, moitié amande, décaf, mais fais-le fort, s'il te plaît. Pour finalement prendre un... Oh, cappuccino, lait d'avoine, mais pas de lait. Juste la petite mousse sur le dessus. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et contrairement au barista à la moustache cirée, votre forfait Fizz, lui, ne vous jugera jamais. Pour des forfaits mobiles personnalisables et flexibles... Une offre anniversaire. Profitez du forfait télé Le Léger et de l'Internet 60 illimité pour seulement 90 $ par mois. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, tu veux nous parler du défi de Simon Jolin Barrette avec la réforme de la loi 101. Oui, je pense que c'est vraiment le dossier important de l'automne, au-delà de la gestion de la COVID et tout ce qui vient avec. Ça fait longtemps que la question linguistique au Québec était devenue, selon ça, une passion spécialisée de militants nationalistes. Donc, on se passionnait pour la langue, on en parlait entre nous, et on cherchait à en parler aux autres, mais soudainement, non, c'est réglé. Il y avait tout un discours officiel qui n'était pas seulement porté des libéraux, par les libéraux, c'était plus large, qui disait la situation de la langue, elle est stabilisée. Elle est sécurisée maintenant dans la langue française. Donc oui, il faut toujours être vigilant, mais globalement, ça va bien. C'est un discours qui remonte même à la commission Larose, de Gérald Larose, qui cherchait à apaiser les militants péquistes pendant les années Bouchard en disant non, ça va bien, il faut pas être trop exigeant, et ainsi de suite. Et là, pendant des années à être dans le déni, pendant des années à faire semblant que tout va bien, puis que le reste c'est des ajustements techniques, il y a toute une série de rapports, d'indices, d'indicateurs qui nous disent que non seulement ça va pas bien, mais on est dans une situation quasi catastrophique. À Montréal, on l'a vu avec le rapport récent de l'OQLF, l'anglais devient la langue commune du marché du travail dans les faits. Dans les recensements, on a assisté à un effondrement à l'espace de 15 ans du nombre du poids, appelons ça, des francophones de langue maternelle au Québec. On assiste à l'anglicisation de Laval. On le voit donc tout, puis il y a mille et une anecdotes aussi. Donc là, c'est comme si on arrive, avec toujours cette peur, comme dirait MacArthur, qu'il soit trop tard, mais on arrive avec cette langue-là, il faut agir. Et Simon Jolin Barrette
il est bien vu d'en dire du mal, hein, parce que il y a eu les dossiers sur l'immigration qui ont plus ou moins bien gérés, mais c'est quand même lui qui nous a donné la loi sur la laïcité. Il a fait preuve d'un caractère assez incroyable pendant ça. Il s'est fait nazifier, fasciser, hitlériser, puis il a tenu tête. Et là, c'est l'autre grand défi, je crois, de sa carrière politique. S'il est capable de livrer une loi 101 qui, sans réussir à plaire, appelons ça à l'aile Mario Beaulieu du mouvement indépendantiste, mais n'est pas simplement une politique de compromis et de compromission pour plaire aux éditorialistes de la presse, s'il est capable d'avoir une politique ferme sur la langue qui réponde à cette situation dramatique qui est celle de l'anglicisation accélérée de Montréal et de Laval, s'il est capable d'agir là-dessus, eh bien là, il va devenir une figure politique majeure du Québec récent, du Québec actuel. Et pourquoi? Parce qu'il aura pris au sérieux ce défi qui est au cœur de notre condition nationale, la question de la langue, alors que tout un dispositif médiatique et idéologique cherche à nous décourager de prendre cette question-ci. Et qu'est-ce que tu en penses d'Erin O'Toole du Parti conservateur qui dit qu'il n'y a pas de problème, lui, à ce qu'on applique la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale? Ben là, franchement, ça, c'est un changement. On va voir jusqu'où ça va. De mémoire, le NPD y était favorable aussi. Là, les conservateurs, qui ont la possibilité de former le gouvernement, nous disent qu'ils sont prêts à tendre la main. On va voir jusqu'où ça va, parce que, comme dirait l'autre, le diable est dans les détails. Mais là, il y a une ouverture à ça. Donc, si le Bloc, plus les conservateurs, plus le NPD, portent ça à Ottawa, eh bien, il est possible que cette revendication se normalise. Et ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire la construction, étape par étape, d'un petit statut particulier pour le Québec dans la fédération. Ça remplace pas l'indépendance, mais c'est au moins dans un contexte où l'indépendance n'est pas à veille de se faire, ça permet au moins d'assurer, on pourrait dire, ça permet de créer les conditions d'une survie temporaire. Et ça, Erin O'Toole, on va voir jusqu'où il va, mais pour l'instant, il a manifestement décidé de renouer avec ce que j'appelle la stratégie nationaliste du Parti conservateur. Le Parti conservateur ont deux stratégies possibles au Québec. Ils ont la stratégie de la droite, j'appelle ça, donc autour de Québec. On construit un noyau de députés de droite, 12, 13, 14 députés, très ancrés dans le conservatisme, dans la droite. Et c'est la stratégie Harper, Deltel et ainsi de suite. Mais il y a aussi la stratégie Mulroney, qui est la stratégie on tend la main aux nationalistes québécois. On va dire que c'est nous les vrais nationalistes au Québec. Alors c'est plus facile quand il n'y a pas le Bloc dans le portrait, mais le fait est que là, les conservateurs semblent vouloir dire on va être les nationalistes québécois qui peuvent gagner à Ottawa. Si j'étais François Blanchette en ce moment, je m'inquiéterais parce que ce discours-là peut trouver de l'écho, surtout si O'Toole réussit à dire en plus je compte sur vous pour renverser les libéraux. S'il réussit à conjuguer en disant le vrai nationaliste c'est moi et pour battre les libéraux c'est moi, là il y a beaucoup d'électeurs qui pourraient se dire c'est peut-être intéressant ce qui se passe par là. Mais il faut aussi, comme citoyen, comme Québécois, défendre notre langue aussi, pas seulement pelleter ça dans la cour du gouvernement. C'est aussi notre responsabilité. Nous pouvons voter avec nos pieds. Oui, mais ça, je trouve... Alors, je suis d'accord avec toi, évidemment, on a tous une responsabilité individuelle dans ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'un peu pernicieux, c'est-à-dire... En dernière instance, on est en Amérique du Nord. La simple dynamique de la responsabilité individuelle ne peut pas suffire pour assurer la survie d'une collectivité de langue française en Amérique du Nord. Il y a une responsabilité de l'État. Et que les individus fassent leur rôle, qu'ils se tiennent debout, qu'ils s'achètent une colonne vertébrale, qu'ils apprennent à pas avoir peur de déplaire, tout ça, oui, il faut le faire. Mais il faut aussi, je crois, que les institutions jouent leur rôle. L'État du Québec, dans les faits en ce moment, malgré la loi 101, est un État bilingue. Qu'on se compte pas l'histoire, François Côté et Guillaume Rousseau ont écrit un livre très important là-dessus sur le fait que le français, oh oui, c'est la langue officielle, mais dans les faits, l'État québécois est bilingue. On peut avoir accès aux services dans les deux langues, pas seulement si on est de la minorité historique anglaise, on peut avoir accès aux services dans les deux langues. On peut, au Québec, dès qu'on quitte le secondaire, eh bien, on retrouve ce qu'on pourrait appeler le Bill 63 de Jean-Jacques Bertrand. C'est la liberté scolaire, comme ils disent. Donc, on peut choisir entre le français et l'anglais. J'étais en débat à la Joute hier avec Thomas Mulcair, qui me disait si on imposait le français au cégep, le Québec serait le seul endroit dans le monde où on imposerait la langue des études supérieures. Puis là, j'ai dit, mais Thomas, tu te trompes, c'est le contraire. On est enfin le seul endroit dans le monde où la langue de la nation est optionnelle plus on monte dans le système scolaire. On est le seul endroit où, après s'être libéré du carcan apparemment obligatoire du système scolaire francophone à cause de la loi 101, enfin, on peut respirer en passant en anglais. C'est pas normal qu'on finance même nos fonds publics, notre assimilation.
Donc, quand on regarde ça, quand on est conscient de la situation, les institutions ont beaucoup à faire. Ensuite, que les Québécois agissent un par un. Et si les institutions sont pas à la hauteur, c'est beaucoup demander à chacun de sauver sa patrie. Est-ce que tu es optimiste? C'est-à-dire, moi, des fois, j'ai une crainte, j'ai des grosses attentes. J'ai une crainte que la montagne accouche d'une souris concernant la nouvelle loi, là. C'est peut-être là la différence entre toi et moi, c'est-à-dire, j'ai été militant longtemps dans mes jeunes années, ce qui fait que je n'ai aucun espoir. J'ai été souvent battu. Moi, le cégep français, je passais, on va le dire en québécois, je passais des flyers, je passais des pliants, des feuillets pour ça quand j'avais 20 ans. Donc, je ne m'attends, pour peu qu'elle ne soit pas exagérément décevante, j'allais dire. Je m'attends à ce que cette loi, elle aille loin. Elle n'ira jamais aussi loin qu'elle devrait aller, parce qu'en politique, il faut faire des compromis. Je m'attends à ce qu'elle aille loin. Je m'attends à ce qu'elle pose la question des institutions. Je m'attends à ce qu'elle soit suffisamment forte pour ne pas accepter sous le signe « Oh, on a un gentil consensus québécois ». Autrement dit, collectivement, on va faire un demi-croquant. Il y a quelque chose de... Il va falloir que la loi aille assez loin. Je ne m'attends pas à ce que ça soit la réponse définitive à la question linguistique, mais je m'attends à une loi qui actualise vraiment la loi 101 dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui pour réenclencher des mécanismes de francisation à la grandeur du Québec. Je pense que c'est à la hauteur de Jolin Barrette, je pense qu'il en est capable. C'est ça qu'il faut se dire. Il s'inspire de Camille Lorrain, il s'en veut l'héritier, il lui appartient désormais d'être à la hauteur de ce qu'il veut être. Est-ce qu'on a une date pour ça? Non, il n'y a pas de date d'annoncer. En fait, c'était supposé être cet automne, mais là, la pandémie persiste à ne pas vouloir nous quitter. C'est vraiment, elle est collante, comme qui dirait. Mais donc là, on nous dit que ça va être reporté de quelques mois peut-être. Ce qui est certain, c'est que Jolin Barrette lui-même s'arrange pour que l'enjeu demeure dans le débat public. Fin août, il publie une lettre dans Le Devoir où il dit cette loi-là sera très importante. Là, il fait une autre sortie hier. Donc manifestement, c'est mon Jolin Barrette en ce moment veut qu'on n'oublie pas sa loi. Donc est-ce qu'il se bat pour l'imposer cet automne? Moi, ce que j'entends, c'est que ça viendra pas cet automne, mais ça se peut que j'entende mal aussi. Mais ce qui est certain, c'est que lui veut à tout prix que le sujet ne quitte pas l'actualité. Ben merci, je te laisse passer tes flyers. Au grand plaisir. Salut, bye bye. Salut Mathieu. Elix, ça comprend toute une offre anniversaire. Profitez du forfait télé le léger et de l'Internet 60 illimité pour seulement 90 $ par mois. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. La rentrée est toujours synonyme de nouveauté. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés et elle sera unique comme les autres années. Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, je sais que tu veux nous parler de PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais tout d'abord, je veux revenir sur ta chronique d'aujourd'hui, tous des épais avec un point d'interrogation. Tu reviens sur la manif anti-consigne sanitaire qu'il y a eu ce week-end à Montréal. Tu dis ils étaient 10 000 dans les rues. Ce n'étaient pas tous des coucous. Moi, je ferais te dire, écoute, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu participes à une manifestation qui est organisée par un gars comme Alexis Cossette-Trudel avec un discours de Lucie Laurier, si tu acceptes ça, je m'excuse, mais t'es un coucou. Parce que si tu es un vrai modéré, tu ne participes pas à ce genre de manif-là organisé par des gens de même. Alors, moi, je ferais la nuance suivante, c'est-à-dire, il y a, dans tout mouvement politique, il y a des leaders qui sont au mouvement idéologique, qui sont très marqués idéologiquement, avec un discours construit pour le meilleur et pour le pire, dans les circonstances pour le pire. Puis, il y a du monde qui se laisse attirer par un sentiment de protestation dans une situation qui semble bloquée, dans une situation où il n'y a pas de... Tout semble d'une manière ou de l'autre, rien ne semble déboucher. Et bien là, on se tourne vers l'option disponible. Puis c'est un peu, je ferai l'analogie avec ce qui se passe avec certains partis dits populistes européens. On va trouver dans leur noyau militant assurément quelquefois des figures très radicales, extrémistes même dans certains cas, mais plus le mouvement gonfle et plus c'est des gens ordinaires qui disent à un moment donné, je suis pas d'accord avec telle ou telle orientation de la société, qui s'y oppose, comment exprimer mon désaccord, comment exprimer ma colère, et puis là on se tourne vers l'option disponible. À propos de la manif en tant que telle, moi mon propos embrasse un peu plus large que la manif en tant que telle, c'est
en ce moment, il y a une tendance forte, une tentation forte dans ce qu'on pourrait appeler les élites médiatiques auxquelles on participe tous d'une manière ou de l'autre ici, à mépriser, à tourner en ridicule tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, considèrent qu'il y a des ratés dans la gestion de la crise, des excès dans le contrôle sanitaire, à tort ou à raison. Moi, je le précise en ces matières-là, moi, je suis plutôt rigoriste. Je pense qu'on traverse une crise en ayant les moyens nécessaires, mais le fait est que certains se posent des questions qui peuvent être légitimes. Le masque à l'école, des questions qui peuvent être légitimes. Faut-il vraiment porter le masque dans la rue? Est-ce qu'on est rendu là? Des questions qui sont légitimes. Est-ce qu'il faut vraiment fermer les restos, comme certains suggèrent, fermer les bars, c'est-à-dire nous condamner à vivre sous cloche de verre avec un gouvernement sarreau jusqu'à ce que le virus disparaisse? Donc, il y a des questions légitimes qui doivent se poser. Et la tentation, trop souvent, c'est d'assimiler tous ceux qui critiquent la gestion actuelle de la pandémie à des conspirationnistes, à des coucous, à des mongols, à des fous. Je suis d'accord avec toi, mais des fois, Mathieu, j'aimerais ça que les modérés, dans tout mouvement, n'importe quel mouvement, j'aimerais que les modérés dénoncent aussi les radicaux dans leurs troupes. J'aimerais ça que les musulmans modérés, dénoncent de façon plus fortement, plus fort, les islamistes au sein de leur groupe. J'aimerais ça que la gauche dénonce le Black Bloc. J'aimerais ça que les identitaires dénoncent davantage les racistes aussi qui se cachent dans le mouvement identitaire. On dirait que les modérés, de peur de discréditer leur cause, hésitent à dénoncer les radicaux au sein de leurs troupes. Et ça, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est une bonne analyse. Je dirais qu'il y a deux choses. Le premier élément, c'est que, par définition, les radicaux ont plus tendance à parler. C'est-à-dire, si vous avez des réserves, vous dites, ouais, ça va loin, ouais, ça c'est correct, ça, jugement équilibré, vous allez moins porter à vous mobiliser que vous avez un discours très, très emporté. Donc, par définition, dans la vie démocratique, les militants les plus ardents sont ceux qui ont le plus envie de se faire entendre. Hein, ce qu'il faut avoir. En ça, c'est une catégorie. Ensuite, je suis absolument d'accord. Bon, je terminais mon texte comme ça en disant, maintenant, il y a une chose importante, c'est que le commun des mortels qui se reconnaît d'une manière ou de l'autre dans le scepticisme par rapport aux mesures sanitaires réussissent à débarquer les oiseaux et les coucous qui eux polluent la parole publique avec des... Là, on connaît la cassette, on peut mettre les mots ensemble, on pèse sur shuffle, ça fait un nouveau texte, Legault, Arruda, OMS, mondialiste, 5G, puis là, on fait ensemble un 7 carré. Il y a quelque chose là-dedans, dans ce discours-là, que je trouve délirant, mais qu'il y a une critique raisonnable de certaines mesures sanitaires et surtout de la tentation de toujours serrer la vis. Je pense qu'elle doit être entendue, cette critique-là. Mais je cite aussi la fin de ton texte, là, où tu le dis clairement. J'espère toutefois que ceux qui critiquent la gestion de la pandémie sauront enfin se démarquer des agitateurs et des démagogues qui cherchent à les embrigader dans une révolte extrémiste. Tu le dis toi aussi que tu t'attends des modérés qui le critiquent les coucous. Je l'espère ardemment parce que sinon, là, premièrement, ils se laissent caricaturer. Et puis ensuite, les critiques légitimes qui pourraient être entendues vont être ensevelies sous la bêtise des conspirationnistes. Donc là, c'est la question, c'est de savoir comment. Et là, le problème, c'est que manifestement, ceux qui veulent prendre la parole à tout prix sont pas nécessairement les plus éclairés. Moi, je le dis sur mon cas très particulier, mais il y en aurait tant d'autres. Je me fais traiter en ce moment de mondialiste. Alors, je m'attendais à me faire traiter tout dans ma vie, sauf de mondialiste. Eh bien, je suis un mondialiste au service de Soros, si j'ai bien compris, et de l'OMS. Franchement, le chèque est pas élevé pour défendre un système comme celui-là. Donc, on est devant quelque chose d'un peu... Il y a manifestement des extrémistes. Je me permets de l'évoquer parce qu'on l'a vu hier. Sophie Durocher, ta compagne, s'est attaquée de la manière la plus outrancière, la plus dégueulasse, la plus effrayante. On lit ça et on se dit, mais ça, on est devant des gens qui sont... Il y a une agressivité, une violence qui s'exprime et qui devrait être sanctionnée par n'importe qui. Oui, et il y a une gang de dangereux chez les complotistes et les conspirationnistes. Écoute, je veux à tout prix nous parler. Je veux à tout prix qu'on se parle de PSPP avant de se quitter. Oui, c'est l'article sort dans la presse ce matin et en gros, ce qu'on nous apprend, c'est rien. Il y a des gens qui appelleraient ça une grosse job de bras dégueulasse. Moi, j'appelle ça un article de la presse. Hein? On a chacun, je pense que les deux termes peuvent être interchangeables. Et dans les circonstances, en gros, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans son livre, puis là, j'ai raconté ailleurs, nous dit, j'étais avocat au moment de l'affaire des commandites, puis j'ai vu de l'intérieur des choses que je peux pas mentionner parce que c'est mon code de déontologie, puis tout comme on ne demande pas un avocat qui a défendu en d'autres temps les motards, on lui demande pas Serge Ménard, par exemple, je sais pas si c'était les motards, mais Serge Ménard qui en d'autres temps lui disait pas vous êtes donc d'accord avec les criminels que vous avez défendus. Bon, il était avocat, et là il nous explique que ce qu'il a vu là-dedans,
ça l'a traumatisé. Parce qu'il faut ajouter là, qu'il a défendu une entreprise là, qui plongeait, là, qui était vraiment... Dans les commandites. Mais comme avocat junior, il y a 20 ans, manifestement, quand il a vu ça, il s'est dit, je vais pas décider de faire carrière longtemps dans ce milieu parce qu'il me révolte, donc je vais m'engager dans une lutte contre la corruption, et c'est ça. Donc, tout son parcours, depuis qu'on soit d'accord ou non avec ses idées, c'est une autre affaire. Hein. Il y a des idées qui sont critiquables chez lui, des idées qui sont défendables. Et là, on cherche à le présenter comme un complice de premier rang. En fait, c'est particulier. Le titre de l'article dans la presse le présente comme une forme de complice du scandale un complice juridique du scandale des commandites. Ensuite, dans l'article, on est occupé à minoriser les choses, à dire finalement, il était pas si important que ça. C'est un avocat junior, il était à la recherche, il nous amenait le café. Mais là, tout l'article est fait. C'est une tentative classique d'exécution politique des milieux fédéralistes contre un indépendantiste. C'est-à-dire, on cherche, dans les circonstances, à le discréditer, à le présenter comme un complice du scandale des commandites. Et là, on est dans une espèce, moi je trouve ça lunaire, parce que c'est la tentative de discrédit, elle est grosse, elle est presque avouée, tout est dans le titre et presque rien dans le texte, et pourtant le texte est paru. Pourquoi? Parce que manifestement, on est devant ce qu'on appelle, je le disais, une bonne job de bras. Alors, dans les circonstances, ce que je trouve décevant, faut le dire, c'est que Guy Nantel ait même pas eu la sagesse d'attendre un peu avant de profiter de ça pour faire une espèce de petite vengeance. Genre, t'as dit du mal de moi que j'étais humoriste, mais moi je veux dire du mal que quand t'étais avocat. Les deux autres candidats ont eu la sagesse, me semble-t-il, d'attendre de voir que l'article sorte avant de se prononcer. Donc, c'est assez triste. En fait, c'est une tentative de discrédit. C'est une tentative d'exécution politique et médiatique. Je suis curieux de voir comment tout ça va tourner. Et que dit le proverbe déjà, Mathieu? Mentez, il en restera toujours quelque chose? Oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire là, manifestement, tous les militants trop excessifs, une course à la chefferie, c'est pas toujours beau. Hein. On s'empare de tout ce qui peut faire du mal à l'adversaire. Et là, on voit des militants sur les réseaux sociaux dire « Ah, c'est un traître, il nous a infiltrés juste par opportunisme. » Alors qu'on pense qu'on veut de Paul Saint-Pierre Plamondon, l'opportunisme au Canada, ça consiste à demeurer lié à la clique fédéraliste, à la clique du château, comme on aurait dit autrefois. C'est pas de chercher à relever un parti en ruine d'une option en voie de déclassement historique. Si c'est ça, l'opportunisme, c'est le pire opportuniste qu'on aura rencontré dans l'histoire du Québec. J'imagine la tête du gars qui dit « Faut que je trouve le véhicule pour m'assurer la meilleure promotion sociale. Je vais devenir chef du Parti québécois. » Là, ce gars-là, il est fait de prévenir dans sa farine. Donc, il y a quelque chose d'un peu loufoque à travers tout ça. Eh ben non, là, on est dans une tentative de discrédit. Je trouve ça, franchement, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça abject. Oui, tout à fait. C'est une job de bras light, tu sais, qui se dit pas job de bras, qui se dit parce qu'on dit, moi, finalement, il était junior, puis tout ça, mais tu sais, au début, tu leads avec la grosse patente, là. Il a défendu des gens dans moi, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, bordel, oui. Qu'est-ce que ça fait dans la famille souverainiste, ce gars-là? Je veux dire, on lit ça, on se dit, ouais, ça, c'est franchement, on est devant un cas grave. Là, l'article, on se dit, où est-ce qu'elle est la nouvelle? Tu sais, moi, je me rappelle d'un article de la presse, en d'autres temps, qui avait, à mon sujet, qui avait inventé des affaires. Bon, je me rappelle d'autres, tu sais, donc, là, je pense pas qu'on est devant l'invention, on est simplement devant la surinterprétation malveillante pour chercher à faire le procès. Exactement. Le procès d'un homme. Je trouve ça bas, triste et révoltant. Reste à voir ce qui va rester. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée, au revoir. Québecor et Desjardins présente le 7e Festival international du film Black de Montréal du 23 septembre au 4 octobre. Découvrez des histoires black authentiques à travers 120 films palpitants de 30 pays. Du 23 septembre au 4 octobre, en ligne, dans le confort de votre salon ou de votre cuisine ou de n'importe où. Vite, réservez votre carte passeport tout accès pour seulement $49 sur montrealblackfilm.com, un événement de la Fondation Fabien. Vous êtes interprète, auteur, compositeur, interprète et chantez en français? Chantez en plein dans le mille et participez à Ma Première Place des Arts. Profitez des mentorats, des rencontres, des formations et des prix qui vous sont offerts. La SACEF, en collaboration avec Québecor et Hydro-Québec, vous invite à faire partie de la 27e édition de Ma Première Place des Arts. Inscrivez-vous dès maintenant. Rendez-vous sur mppda.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Tu as entendu ta pub, Mathieu Bock, qui ont fait une nouvelle pub à Cube Radio. C'est celui qui parle avec plus de mots que le dictionnaire encore.
Ah, mais c'est quand même pas mal, ça. C'est bien, hein? Je suis heureux de l'apprendre. Je suis le litré. Mathieu, tu veux parler d'écologie, mais je veux t'entendre avant tout sur le maire de Bordeaux. J'écris là-dessus aujourd'hui qu'il ne veut pas installer un sapin de Noël. Moi, je croyais parce qu'il voulait pas offenser les musulmans, là. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'il veut pas exposer un arbre mort. Il trouve ça cruel et barbare. Ben, en fait, les deux sujets sont liés. C'est que c'est le maire écolo de Bordeaux et ça s'inscrit dans une série de déclarations récentes des maires écolos issus des dernières municipales en France. Et donc, l'un qui dit aujourd'hui ceux qui arrêtent par exemple les immigrants clandestins, les sans-papiers sont les mêmes que ceux qui arrêtaient les Juifs au moment de la Deuxième Guerre mondiale. D'autres qui font une apologie implicite du voile. Et là, on a donc ce maire, le maire de Bordeaux, qui nous dit l'arbre de Noël, non, parce que c'est justement un arbre mort. Il faut faire une charte des droits de l'arbre à peu près. Ben oui, il a dit une charte des droits de l'arbre. Incroyable. Oui, non, c'est original, disons. C'est Philippe Meury, qui est un grand écrivain français, qui annonçait nos temps presque prophétiques, qui décrivait les temps de la société festive, aurait pu inventer ça, puis on aurait dit, Meury, tu exagères. Il faut toujours se dire que quand on parle de nos progressistes, on n'exagère jamais, on est simplement en avance. C'est-à-dire, tôt ou tard, ils vont finir par dire la folie qu'on s'imagine même pas qu'ils sont capables de dire. Alors, dans le cas présent, oui, c'est cette espèce d'idée, la charte de l'arbre. Il y a les deux dimensions, ça, du temps passant. Il y a l'idée aussi de provoquer les traditions presque pluriséculaires françaises, frapper les traditions liées à Noël, frapper les traditions liées à l'identité nationale, parce que les écolos sont très antinationalistes, entre guillemets, très hostiles à tout ce qui relève de la nation, du patrimoine de civilisation. Mais il y a aussi cette espèce d'obsession aujourd'hui, donc de transformer les villes, d'éradiquer toutes les traces de la culture du monde d'hier. Et puis dès lors, on va chasser l'arbre de Noël parce que c'est un symbole de manque de sensibilité envers la végétation. Je redoute de ce point de vue l'avenir des fleuristes, pauvres eux. Et il y a toute quand on entre dans ce délire-là, on faisait une blague il y a quelques années en disant pour un écolo, si vous marchez sur le gazon, vous êtes un bourreau parce que vous torturez les brins d'herbe. On est rendu là à peu près. On est rendu là. On blaguait, mais non, on ne blague pas. Ils sont simplement rendus là. Donc, tout ça pour dire qu'on a cette illusion que les écolos captent une préoccupation tout à fait réelle pour l'environnement. C'est vrai qu'ils se font élire à tout le moins qu'ils percent grâce aux préoccupations environnementales. Mais reste à savoir si les écolos à la française, tels qu'on les voit en ce moment, sont vraiment les défenseurs d'un environnement ou est-ce qu'ils n'instrumentalisent pas la référence à l'environnement. En tout cas, une chose est sûre, ils sont hypocrites parce que son bureau au maire de Bordeaux, il est pas fait en aluminium, il est pas fait en béton, il doit être fait en bois, son bureau. Oui, puis il doit bien avoir quelque chose comme des tissus d'une manière ou de l'autre sur lui. Tout n'est pas produit de pure synthèse, il n'est pas habillé en plastique. De toute façon, le plastique, il n'aime pas ça. Donc, il doit bien... On est devant quelque chose qui relève de l'absurde. Mais on ne doit jamais oublier que ce qui est pour nous absurde est pour eux lumineux. Et ça nous ramène à la question de l'écologie politiquement. C'est-à-dire, la question environnementale aujourd'hui, en elle-même, quoi qu'en pensent certains, n'est ni de gauche ni de droite. La question environnementale est une question qui structure l'époque. Ensuite, il y a plusieurs manières d'y répondre. Mais la question environnementale ne saurait être laissée de côté, tournée en ridicule en disant, vous savez, ça c'est une obsession de mangeur de luzerne. Non, la question environnementale, elle est fondamentale aujourd'hui. Et ce qu'on appelle généralement les conservateurs, les libéraux, la droite, les républicains, qu'importe l'étiquette qu'on colle à ce camp, devra véritablement s'en emparer sans chercher, d'abord et en tout parce que c'est une question fondamentale. Et qui fait de la politique aujourd'hui sans prendre au sérieux la question environnementale, eh bien, passe à côté d'un enjeu fondamental de l'époque. Et ensuite, on devra voir que justement, défendre l'environnement, ça ne veut pas dire seulement défendre à l'échelle globale la mer Gaïa. Hein, ça ne veut pas simplement dire défendre le globe, défendre la planète à la manière d'une espèce de déesse païenne. Non, ce qu'il faut aussi, c'est seulement défendre l'environnement au sens premier du terme, l'environnement dans lequel nous vivons, essayer de vivre dans un environnement. Donc, on parle toujours de la question de la pollution, mais au-delà de ça, c'est s'assurer que
que les conditions même de l'existence de sociétés durables, de sociétés habitables, de sociétés agréables soient maintenues, et c'est ce qui semble compromis de plus en plus si on n'intègre pas cette préoccupation-là au-delà des camps idéologiques, des écolos d'un bord, des anti-écolos de l'autre. Eh ben, c'est l'espèce d'une forme de suicide collectif qui ne dira pas son nom. On connaît la phrase, la guerre, c'est trop important pour laisser ça seulement entre les mains des militaires. On pourrait dire la même chose de l'environnement, c'est trop important pour laisser ça seulement dans les mains des écolos. C'est ce que disait Preston Manning. Je suis absolument d'accord là-dessus. On est devant une question effectivement trop importante. Nos écolos, on le voit par exemple en France, que c'est un peu le laboratoire ces jours-ci de l'écologie au pouvoir. Eh bien, ce qui les passionne, quelquefois, ça va être la théorie du genre, ça va être le multiculturalisme, ça va être toute une série de sujets qui existent, on peut être pour ou contre, mais on cherche le lien entre la théorie du genre et l'écologie. On le cherche, et on ne le trouve pas. On cherche le lien entre l'écologie ou l'écologisme et la question du multiculturalisme, et on ne trouve pas. Donc là, il va falloir que cette question-là, qui est une question, je veux pas faire du millage sur mon camp, mais historiquement conservatrice, c'est-à-dire que la préservation de l'environnement, le souci écologique traverse la conscience romantique au 19e siècle, accompagne les craintes ou la méfiance devant l'industrialisation de nos sociétés, le sentiment qu'on détruit la nature et les conditions même de la vie accompagne la conscience conservatrice pendant longtemps. Ce thème va migrer à gauche, entre guillemets, dans la deuxième moitié du 20e siècle, mais ce qui est certain, c'est que le thème en lui-même est essentiel et qu'il n'y a de pensée conservatrice possible aujourd'hui qu'une pensée au moins partiellement écologiste, ce qu'avait dit un grand philosophe anglais comme Roger Scruton, qui est mort en début d'année. Mais il faut que la droite se réapproprie le discours écologiste, qu'il ne le laisse pas et qu'il l'abandonne pas à la gauche. C'est ce que fait Preston Manning. Maintenant, Preston Manning, figure importante de la droite canadienne, qui maintenant prononce des discours un peu partout en disant aux conservateurs, ben là, prenez l'environnement au sérieux, là, c'est une valeur fondamentale du conservatisme. Oui, puis on le voit avec la question du développement dans l'Ouest, c'est-à-dire, je comprends la simple réalité, on pourrait dire, des ressources naturelles fait en sorte qu'on n'a pas la même sensibilité environnementale en Alberta qu'au Québec. Bon, l'histoire a voulu que nous, on ait l'hydroélectricité, eux, ils ont le pétrole. On peut comprendre que ça soit plus difficile pour eux à accepter certaines réalités. Mais le conservatisme canadien, entre guillemets, c'est-à-dire le Parti conservateur canadien, mais au-delà du Parti conservateur, le conservatisme, s'il demeure une forme de patriotisme huileux, patriotisme pétrolier, patriotisme exagérément attaché à l'industrie du pétrole en Alberta, eh bien, j'ai l'impression que il se tire dans les pattes à terme parce qu'il s'empêche de répondre à des grandes questions de l'époque, finalement. Donc, comment le conservatisme canadien pourra-t-il réussir à miser sur l'exploitation des ressources, c'est une chose, mais s'approprier légitimement, sincèrement, en profondeur l'enjeu environnemental, je pense que c'est une des questions à laquelle vont devoir répondre les conservateurs fédéraux, puis pour l'instant, ils sont toujours pas parvenus. Et tu as souvent cité la phrase de Bernard Landry, l'indépendance, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est en avant. La même chose pour l'environnement. Oui, ben en fait, c'est une question d'époque. Ça, à un moment donné, on arrive, une civilisation prend conscience de certains enjeux, et là, tous sont obligés d'y répondre. Il y a plusieurs angles possibles. Moi, je suis jamais de ceux qui croient qu'il y a une seule réponse politique possible à un enjeu. Il y a toujours plusieurs angles, plusieurs axes de possibilités. Mais si on ne prend pas au sérieux cette question, on se laisse ensevelir par le déni. Et de ce point de vue, le déni de la question environnementale est aujourd'hui une forme presque d'anti-humanisme. Parce que je le redis, c'est la condition même de la survie des sociétés humaines. Une fois que c'est dit, constatons que les écolos, les mouvements écologistes qui prétendent parler de ça, sont souvent de bien mauvais alliés de leur cause, comme on le voit en France en ce moment à Bordeaux. Tout à fait, parce que pour eux autres, l'écologie est un prétexte pour parler de tout, des fois, sauf de l'écologie, sauf de l'environnement. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Au grand plaisir. Au revoir. Pour fêter ses 10 ans de mobilité, Vidéotron offre une télé Samsung à chaque abonnement à un forfait mobile tout inclus avec un appareil Samsung. Donc, même si c'est notre fête à nous, c'est vous qui recevez le cadeau. Imaginez si c'était tout le temps comme ça. Votre chum vous amènera au restaurant pour son anniversaire, votre mère vous donnera un chèque pour sa fête, puis votre boss continuerait d'oublier votre fête parce que c'est votre boss. Recevez une télé Samsung 4K à l'abonnement à un forfait mobile tout inclus avec un appareil Samsung. Profitez-en, les conditions s'appliquent. La rentrée est toujours synonyme de nouveauté. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés et elle sera unique comme les autres années.
Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place. Et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, il y a quelque temps dans ma chronique, je disais que je sentais chez une certaine jeunesse un goût pour la violence politique, que ce soit de gauche comme de droite, et je suis content de ne pas être seul à penser ça. Tu partages aussi ce sentiment-là. Oui, alors j'avais, de la même manière que toi, j'avais repéré ce sentiment, cette montée, cet effritement de ce que j'appelle le consensus libéral de nos sociétés, c'est-à-dire on est en désaccord sur des tonnes de choses, mais le désaccord s'exprime par l'argumentation, par le débat, par l'espace public. Et moi, je pense que dans mon livre précédent, je parlais du réchauffement global des passions politiques. Et je crois qu'on est témoin de ça aujourd'hui, et l'été qui vient de se terminer, qui se termine, est très révélateur de ça. D'un côté, on l'a vu aux États-Unis, les manifestations du mois de juin ont vite dégénéré en émeutes et ainsi de suite. Donc une protestation donc tout à fait légitime contre le racisme qui se transforme assez rapidement, hélas, en manifestations nombreuses où non seulement on s'en prend à des statuts sur le mode de l'iconoclasme, mais très rapidement on va plus loin, et là c'est l'émeute, c'est la violence, c'est de l'intimidation, et ça on le voit, des menaces de mort. Alors ça on l'a vu dans certains quartiers, dans Seattle, à Portland, on l'a vu à Chicago, bon. Et là, en ce moment, avec le mouvement anti-masque, on voit monter de plus en plus des menaces dirigées contre des figures publiques, en classe politique, pas classe politique, mais au-delà même des menaces de mort, il y a une passion de la radicalité, une passion de la violence et de l'injure ordurière. On cite certaines personnes, puis là, on les traite de tous les noms disponibles pour les humilier, comme s'il s'agissait de rouler dans la fange, rouler, de plonger dans le marécage les figures publiques contestées. Et à travers ça, qu'est-ce qui s'exprime? Premièrement, le désir, tout simplement, d'en finir avec quelqu'un qui est plus un adversaire mais un ennemi. Deuxièmement, le fait que dans une société très polarisée, eh bien, certains en viennent à prendre au sérieux les rhétoriques incendiaires et ils se disent, ben là, si on est vraiment devant des nazis devant soi, et le mot nazi ou fasciste est utilisé à toutes les sauces, si on est vraiment devant la dictature sanitaire au sens strict, eh bien, il faut entrer en résistance, R majuscule. Et à travers tout ça, eh bien, c'est pour ça qu'une forme de pessimisme devant ça, j'ai tendance à me dire que la période de la délibération démocratique éclairée, où il était possible globalement de débattre du fond sans pour autant en venir aux baïonnettes, j'ai l'impression que c'était une espèce de bulle pacifique dans l'histoire du monde, la deuxième moitié du 20e siècle, et que là, on en revient à cette vieille évidence que les hommes, comme j'aime dire, aiment s'échanger des idées en se tapant sur la gueule. Moi, je résumerais ça à êtes-vous René Lévesque ou Jacques Rose? En 1981, Jacques Rose se pointe au Congrès du Parti québécois, se fait applaudir. René Lévesque consterné, découragé. René Lévesque qui partageait la même cause que Jacques Rose, mais pas les mêmes moyens. René Lévesque était un démocrate qui disait on peut faire avancer notre cause par le processus démocratique. Jacques Rose qui, lorsqu'il était plus jeune, disait non, au contraire, faut absolument prendre la voie armée. Donc, est-ce que vous êtes René Lévesque ou Jacques Rose? Ben alors, je déplacerais, je vois ce que tu veux dire, mais je le déplacerais sur un autre registre. C'est-à-dire, en 81, Jacques Rose était dans un congrès de parti politique. Il était plus au FLQ. Donc, on pourrait dire qu'il avait rompu. Je sais pas s'il avait rompu, mais à tout le moins, il avait pris ses distances avec son passé felkiste ou son passé à prétention révolutionnaire. Mais moi, je rajouterais une coche, en fait, dans l'interprétation. C'est que je crois qu'on se trouve devant quelquefois des gens, non seulement qui se croient autorisés à prendre les armes, ou alors qui se croient autorisés à verser dans la violence, parce que leur cause est tellement juste dans leur esprit qu'elle ne saurait tolérer la contradiction. Mais je pense qu'il y a une autre dimension qu'on doit nommer, c'est ce que j'appelle l'érotisme de la violence. C'est-à-dire, il y a la discussion est par définition désagréable et à certains égards, l'autre s'entête à pas penser comme moi. Je lui explique qu'est-ce qu'il fait à pas comprendre. Ça devient frustrant. Et la démocratie, de ce point de vue, elle est toujours, à certains égards, frustrante parce qu'elle nous oblige à cohabiter avec des gens qui ont ce culot de ne pas penser comme nous. Bon, et je dirais que tout le génie de la démocratie consiste à nous amener à avoir une grandeur dans cette insatisfaction, c'est-à-dire une société où ce désaccord est le signe d'une véritable richesse de pensée. Là, on entre dans ce basculement
où il y en a qui ils s'excitent à l'idée de la violence. Hein. La violence politique, Roger Caillois avait des pages lumineuses là-dedans dans son petit texte sur l'esprit des sectes, dans son livre Instinct et Société. Il dit il y a des gens qui ne trouvent pas satisfaction dans la conversation, le débat, même musclé. Parce que le débat, tout ça, en dernière instance, c'est censé se terminer avec des mots. Et là, il y a une forme de jouissance physique, une jouissance psychologique, une jouissance existentielle particulière à l'idée de la croisade, à l'idée de la violence, à l'idée du on va décider de prendre tous les moyens nécessaires parce que la situation est extrême. Puis ça permet, faut pas l'oublier, quand on décide de passer à la violence, ça permet le matin, on se lève, puis on a un travail honorable, honnête, mais pas nécessairement passionnant. Je sais pas, il y a 1000 jobs comme ça. Eh bien, quand on décide de se transformer en croisé de la cause du moment, eh bien, on est transformé en héros de l'humanité. Hein. Le matin, on a un job qui nous ennuie. Le soir, on est soit sur les barricades, soit on brûle un quartier, soit on menace un chroniqueur, soit on menace un homme politique, soit on décide même de participer à des manifestations où on dit on met en prison le premier ministre. Eh bien, ça, je pense que de ce point de vue, la violence, le radicalisme politique donne une forme d'excitation, de compensation existentielle. Enfin, la vie est grande et noble parce qu'on l'accroche à des moyens extrêmes. Mais j'aime bien ça, l'expression que tu as utilisée, l'érotisme de la violence, et je trouve ça très important parce qu'on peut voir ce phénomène-là, la résurgence de la violence politique sous l'angle politique, sociologique, etc. Mais il y a aussi l'angle psychanalytique. Rappelle-toi, les photos de Che Guevara étaient des photos qui montraient sa virilité, à quel point c'était un homme viril. Il y a beaucoup de gens qui sont allés rejoindre Daesh, l'État islamique, parce que même des femmes, parce qu'elles trouvaient ces hommes-là virils, parce qu'ils étaient prêts à mourir pour leur cause. Ils avaient de grosses barbes, ils étaient prêts à se battre avec des armes à feu. Il y a un côté, effectivement, où, dans un monde peut-être très, très abstrait, très virtuel, soudainement, une façon d'assumer ta virilité, c'est de devenir violent. On peut le déplacer d'ailleurs sur ce qui se passe dans nos frontières. Nul besoin d'aller jusqu'à Daesh. J'avais lu un article, je n'ai pas la source en ce moment, je m'en excuse, mais si je la retrouve, je l'enverrai au site, sur les antifas et la violence. On est dans une société qui est une société, on dit dévirilisée entre guillemets, une société qui tend à neutraliser les passions, dans une société qui tend à nous donner une forme d'égalitarisme aplati. Eh bien, l'antifa réconcilie un paradoxe. D'un côté, c'est la cause égalitaire par excellence, ça, c'est le paradis sur terre qu'on établira en faisant la révolution, mais de l'autre, ça crée une forme d'aristocratie militante, des gens prêts à aller jusqu'au bout. Ça permet soudainement de trouver dans une cause qui vient légitimer, anoblir des passions violentes qui sinon ne pourraient pas s'exprimer. Mais puisqu'on a désormais la cause antifa, eh bien là, on trouve une manière de l'exprimer. De la même manière, je dirais que ceux qui, ces temps-ci, croient entrer en résistance contre la dictature sanitaire et qui sont prêts à aller insulter, cracher, ça donne le sentiment d'un coup de sortir de sa propre torpeur. Puis là, oh là là, soudainement, on a enfin le côté, l'existence redevient excitante. Et moi, devant tout ça, je serai Pépère Bock, comme qui dirait, mais je vais plaider pour le charme de la chaise berçante et du débat démocratique rationnel. Je pense qu'il est normal qu'il y ait plusieurs idéaux dans une... Moi, je suis pas de ceux qui disent on a tous les mêmes idéaux, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Non. On n'a pas tous les mêmes idéaux, manifestement. On ne hiérarchise pas tous de la même manière les valeurs. On n'est pas tous emportés par les mêmes imaginaires. Mais le génie de la démocratie consiste à dire que en dernière instance, la délibération est possible. En dernière instance, il est possible de choisir. Et en dernière instance, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, si vous n'êtes pas content, on votera et ce sera votre tour. Et ça, je pense que c'est cette psychologie démocratique qu'il nous faut reconstruire, rendre la démocratie désirable parce qu'elle permet une délibération éclairée qui touche l'homme dans ce qu'il a de plus haut plutôt que dans ce qu'il a de plus bas. Il faut accepter l'imperfection. Churchill disait, c'est pas le meilleur système. La démocratie, c'est le moins pire qu'on a trouvé. Dans les années 30, on était tanné de l'imperfection de la démocratie. On voulait un système parfait. Donc, il y a des gens qui sont allés à l'extrême gauche chez les communistes. Il y a des gens qui sont allés à l'extrême droite chez les nazis ou chez les fascistes parce qu'on cherchait un système parfait qui répondait à toutes nos attentes. Alors non, la démocratie, elle est belle parce qu'elle est imparfaite. Mais je suis absolument d'accord avec ça. Et ça, c'est la comparaison des années 30, on en abuse souvent, mais là-dessus, elle est fondamentale.
C'est-à-dire là, pour vrai, on se souvient de cette époque où la démocratie était jugée universellement décevante. Il fallait être un peu plouc pour aimer la démocratie dans les années 30, apparemment. Qu'est-ce qu'il y avait de si charmant à se défendre d'une société que l'on disait décadente, hein, alors que les régimes de force d'un côté et de l'autre étaient sensiblement plus inspirants? Eh bien non, moi je crois que là-dessus, c'est une mémoire qu'on doit conserver, le fait que nos démocraties, dans toutes leurs imperfections, sont infiniment préférables aux régimes qui prétendent nous sauver, des régimes à prétention salvatrice, des régimes qui prétendent nous délivrer du mal une fois pour toutes, des régimes qui prétendent transfigurer l'existence, mais qui asservissent l'homme, qui le domine. Et de ce point de vue, nos démocraties imparfaites sont infiniment plus désirables que les faux paradis promis par les totalitaires. Tout à fait. Vive l'imperfection. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Allez. Pour fêter ses 10 ans de mobilité, Vidéotron offre une télé Samsung à chaque abonnement à un forfait mobile tout inclus avec un appareil Samsung. Donc, même si c'est notre fête à nous, c'est vous qui recevez le cadeau. Imaginez si c'était tout le temps comme ça. Votre chum vous amènerait au restaurant pour son anniversaire, votre mère vous donnera un chèque pour sa fête, puis votre boss continuerait d'oublier votre fête parce que c'est votre boss. Recevez une télé Samsung 4K à l'abonnement à un forfait mobile tout inclus avec un appareil Samsung. Profitez-en, des conditions s'appliquent. Vidéotron.